Bonsoir. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action et je suis absolument ravie de vous accueillir toujours aussi nombreux pour notre nouvelle séance du Ciné-Club Univers Convergent au Grand Action. Ce Ciné-Club est initié par l'IHP, dirigé par Cédric Villani, co-dirigé par Jean-Philippe Uzan qui programme notre Ciné-Club. Jean-Philippe, quel bonheur de t'accueillir une fois par mois. C'est du bonheur. Mois, voilà. Mais oui, mais voilà. C'est tout. Le bonheur est intact. On se fait plaisir avec nos films et avec nos intervenants. Donc ça va être oui. Super. Alors, je vais évidemment te laisser le soin de présenter tes prestigieux intervenants. La séance est longue. Hein. Le film dure 2h33. Nous allons voir Contact de Robert Zemeckis. Nous allons avoir le plaisir de voir Jodie Foster et mesdames, nous allons voir Matthew McConaughey dans l'une de ses premières apparitions en 1997. Et là, je ne vous en dis pas plus. N'en disons pas plus. Donc tu as dit Robert Zemeckis et surtout Carl Sagan qui avait écrit l'ouvrage avant. Absolument, voilà. Tout à fait. Et donc pour parler, donc vous allez voir, il y a des télescopes, il y a des extraterrestres, il y a plein de choses. Il y a des discussions sur la science et la religion, ça va être très riche. Et donc pour discuter de tout ça, on a 3 invités. Donc on a Fabienne Casoli. Peut-être vous levez, comme ça ils voient qui vous êtes. Donc Fabienne Casoli qui est astronome, radioastronomie, qui a dirigé l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay pendant plusieurs années et qui est maintenant la directrice adjointe du CNES. Voilà, le Centre national d'études spatiales. Donc une pointure en télescope et en satellite, donc tu as tous les détails. Hervé Cotin qui est alors chimiste, exobiologiste, qu'est-ce que tu préfères? Astrochimiste. Ça, c'est élégant. Qu'est-ce que vous faites? Astrochimiste. Astrochimiste et qui travaille à l'université Paris-Est de Créteil, c'est ça? Notre 3e intervenant qui est là, c'est Roland Lehoucq, que vous connaissez très bien puisqu'il vient régulièrement depuis le début du cycle. Il va arriver tout à l'heure parce qu'il voilà, avait un petit contretemps du CEA. Et puis Cédric va arriver aussi à un moment ou à un autre, quand il va se matérialiser dans la salle. Voilà. Of an unidentified radio source from deep space can neither be confirmed nor denied. Whatever it is, it ain't local. Position? I checked interferometry somewhere in Lyra, I think. Vega? Can't be. It's only 26 light years away. I want all these people out of here. Your having sent this announcement all over the world may well constitute a breach of national security. Boy, this isn't a person-to-person call. This may be an announcement to get our attention. The president's called an emergency meeting. You know those interlaced frames that we thought were noise? This has structure. I'm going to recommend to the president that we militarize this project immediately. There's no reason to believe that their intentions are hostile. There's no proof of that. Why don't they just speak English? Mathematics is the only truly universal language, Senator. Buried within the message itself is the key to decoding it. Those look like engineering schematics, almost like blueprints. It is our belief that the message contains instructions for building some kind of machine. A machine? It might turn out to be some kind of a transport. Transport? The fact is, you don't know what it does. It could be anything. Nobody's saying this isn't dangerous. They're gonna build it. Who gets to go, though? It's complicated, Ellie. Who gets to go? By doing this, you're willing to risk your life. You're willing to give your life and die for this. Why? Avant que vous arriviez, j'ai demandé à Cédric, tu connais tes nombres premiers? Vas-y, récite-nous les nombres premiers, voir. Non, après 2, 3, 5, 7... Je voulais vérifier que tu étais un être intelligent, c'est pour ça. Donc là, on a la preuve en public. Bon. Il y a une célèbre
citation de Grothendieck expliquant à ses ouailles dans un cours « Prenons un nombre premier, n'importe lequel, allez, 57 ». C'était la blague. Pour voir si vous étiez réveillé. Hein. Venez par là. Roland, viens plutôt par là, on va se recentrer un peu comme ça. Voilà. Le crackpot intéressant de l'étude de l'ensemble des nombres premiers pairs, où tu donnes toute une liste de propriétés absolument énorme à cet ensemble de nombres premiers pairs, qui contient évidemment un seul élément, et donc tu le définis par propriété, donc ça c'est marrant. Voilà. Bon, je ne sais pas par où on commence, il y a plein de choses. Peut-être Roland, comme tu n'as pas vu le film. Non, je plaisante. Donc oui, on parlait pas mal. Donc vous avez vu, donc c'est dédié à Carl Sagan, et Carl Sagan s'est beaucoup intéressé à savoir finalement comment communiquer avec une espèce extraterrestre, comment on pouvait finalement comprendre que cette espèce était une espèce intelligente. Est-ce que Roland, peut-être pour commencer, tu peux nous rappeler un peu finalement la problématique autour de ça, c'est-à-dire que est-ce que c'est facile de savoir qu'on est qu'on est en relation ou voilà, avec une espèce intelligente? Alors, non, alors là, ça y est, c'est parti pour 1 heure. Je vais pas. Ouais, c'est bon. C'est justement le nœud du problème. Mais pas trop long, parce que après. Alors déjà, je peux en faire pour ceux qui seraient peut-être pas au courant, s'il y en a. Il faut réaliser qu'il y a eu des tentatives de communication, que les humains ont envoyé des messages dans l'espace à plusieurs reprises, notamment avec les sondes Pioneer, notamment sur les sondes Pioneer 10. Il y a eu une plaque gravée sur laquelle il y avait un message qui était une image finalement gravée sur la plaque et qui était censée être compréhensible par quiconque la regarde, quiconque d'un peu intelligent la regarde. Si on vous la montrait, moi, si on me la montre, même à moi, je pense qu'on peut douter de mon intelligence du coup. Enfin, on reconnaît assez bien, il y a 2 humains, il y a un mâle et une femelle. Le mâle et la femelle, il manque des poils, il manque des trucs à des endroits particuliers, donc on peut se demander si ce sont des vrais mâles et des vraies femelles. Donc il y a des longueurs qui sont, il y a 21 cm qui sont dessinés, qui correspondent à une longueur d'onde d'émission de l'hydrogène neutre dans le milieu interstellaire. Donc il y a une sorte d'échelle de longueur qui est désignée comme ceci, et l'échelle de longueur, ceci vaut 1. Et puis toutes les autres dimensions importantes sont exprimées en unité de cette chose-là. Il y a un dessin de la sonde Pioneer à l'échelle, avec les humains à côté, pour que la sonde, s'ils la trouvent, évidemment, ils auront la plaque, ils auront la sonde, donc ils peuvent se faire une idée de la taille qu'elle a dans leurs unités à eux et savoir une idée de la taille des humains. Il y a une petite carte du système solaire, enfin une carte, il y a le Soleil, les planètes dans l'ordre. Voilà, il y a quelques éléments, il y a une vague trajectoire de la sonde Pioneer pour informer quiconque trouverait cette chose. Probablement, cette plaque raconte plus de choses sur les humains qui l'ont faite que ne racontera des choses aux extraterrestres qui la trouveront. Il y a eu d'autres tentatives physiques avec les sondes Voyager. Ils ont mis un disque. Alors ça veut dire que c'était pas gravé, enfin c'était gravé mais pas lisible, c'était un vidéodisque, un truc qui fait 30 cm de diamètre, là qu'on n'utilise plus, maintenant ça n'existe plus, tous ces trucs-là. Enfin bref, c'est envoyé, je pense qu'il y a du fric à se faire en rattrapant Voyager et en récupérant l'archive. Ça c'est un truc, ça vaut du blé parce que ça a été loin et plus personne n'en a. Et puis il y a le mode d'emploi. Évidemment, il faut savoir s'en servir, comment on met le disque, on appuie sur on/off. Enfin bref, il y a un petit mode d'emploi dessiné, enfin espérant que les gars vont comprendre. Et puis ensuite, il y a eu des messages qui étaient envoyés sous forme d'ondes radio. Voilà, ça c'est la partie, les humains essaient d'informer l'univers qu'ils existent et qu'ils sont intelligents. Et puis après, il y a l'inverse, on essaie d'écouter, c'est le programme SETI, SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, qui a été pour écouter si l'on détecte des sources, comme elle l'a fait dans le film, comme on voit dans Contact, hein. Elle essaie d'écouter, de détecter des sources de rayonnement dont vous dites « Ah, ça, c'est des extraterrestres intelligents qui émettent. » Voilà. Donc ça, c'est l'autre solution, c'est écouter ce qui se passe. Donc voilà, c'est les 2 grandes tentatives, dans un sens et dans l'autre, assez logiquement. Incidemment, pour clore là-dessus, ces tentatives de communiquer dans un sens, en tout cas des humains vers d'hypothétiques extraterrestres, elle n'est pas nouvelle du tout, puisque par exemple, Gauss avait imaginé prouver, puisque les sélénites étaient évidemment là, les sélénites, les habitants de la Lune, hein, donc à une époque, c'était même pas une discussion, les habitants de la Lune, il y en avait, les habitants de Mars, il y en avait. Pour communiquer avec les sélénites, comment on leur signifie qu'il y a des intelligences sur la Terre. Alors Gauss avait proposé de dessiner des grands triangles rectangles avec des propriétés non pas particulières, parce que le triangle rectangle, il y a déjà une propriété particulière, c'est d'être rectangle, plus toutes les propriétés des triangles, mais il y a des triangles rectangles où il y a des côtés qui sont entiers. Donc le côté 3, 4, 5, qui a un côté qui fait 3, un côté qui fait 4, et l'hypoténuse qui fait 5, parce que 3 au carré, plus 4 au carré, ça fait 5 au carré. Fini de rigoler, hein, maintenant, si on est là, on ne rigole plus. Et donc, il y avait le triangle 3, 4, 5, il y en avait d'autres. Il dessine un grand triangle comme ça, mais très, très, très grand,
de sorte qu'il soit visible de la distance de la Lune à la surface de la Terre, et les gars disent « Oh, évidemment, c'est pas peut-être naturel, donc il y a des intelligences ». Il y en a un autre qui avait proposé de faire un grand cercle dans un désert, un grand canal ou une sorte de rigole dans un désert. Vous mettez du pétrole dedans, vous foutez le feu, ça fait un énorme cercle de feu, visible depuis la Lune, et vous dites « Ah, il y a des mecs intelligents, ils font des cercles ». Bon, pour les cercles, c'est moins bien, parce que la nature produit spontanément des choses un peu circulaires, donc c'est pas terrible. Donc voilà, il y a eu des tentatives où ça n'a pas été fait en pratique, mais voilà, il y a eu des idées, comment on ferait si on voulait communiquer avec extraterrestres. Vous voyez que là, il y avait encore des mathématiques déjà, des triangles rectangles, des grands cercles, des nombres premiers dans le film. Bon, voilà, ça c'est une question, on pourra la discuter tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un langage pratique pour faire comprendre qu'on est intelligent et pour se faire comprendre de quelqu'un dont vous ne savez rien? C'est un peu ce que je disais tout à l'heure à Jean-Philippe, c'est l'exacte idée de la situation habituelle où vous voulez dissimuler des informations qu'on appelle la cryptographie, tout un champ d'études en mathématiques extrêmement riche et de plus en plus riche, si je veux dire, parce qu'il y a énormément d'échanges qui fonctionnent grâce à la cryptographie, à commencer par les échanges bancaires. Et là, c'est très exactement l'anti-cryptographie. Vous voulez dire un message dont vous voulez être sûr que n'importe quel abruti de l'univers va comprendre. Et en déduisant que vous êtes intelligent. Donc ça, c'est pas facile à faire. Bon, on va discuter de ça après. Non, c'est pas facile. Alors peut-être, Fabienne, pour compléter un petit peu cette vision, toi tu as vu les deux côtés, tu étais astronome. D'ailleurs, je pourrais te demander, comme à Ellie, en fait, pourquoi tu es devenu astronome, puisqu'on lui pose la question. Et puis tu vois l'autre côté maintenant au CNES, donc tous ces gens qui donnent les financements. Donc est-ce que tout ça, qu'est-ce que ça t'inspire par rapport à tout ton vécu? Alors, première question, pourquoi est-ce que je suis devenue astronome? Bon, je ne suis pas tombée dedans quand j'étais toute petite. C'était plutôt... effectivement, je savais que je voulais faire de la science, comme elle, assez tôt. Mais c'est plutôt le hasard des rencontres qui a fait que je suis devenue, en fait, radioastronome. Et c'est vrai que dans le film, quand j'entends... les télescopes qui bougent, c'est sûr, c'est des vrais télescopes. J'ai quand même passé pas mal de jours et de nuits, parce qu'en radioastronomie, on observe aussi de jour. À entendre ces bruits des radiotélescopes qui, bon, vous voyez, ils sont pas très sophistiqués. Hein. C'est des grosses machines de ferraille. Ce qu'il n'y a pas dans le film, c'est le bruit des pompes des récepteurs qui fait flouf, flouf. C'est pas ce qu'elle entend avec ses nombres premiers, mais voilà. Donc ça m'a vraiment, effectivement, dans le film, je trouve que c'est extrêmement bien vu. Ce qui est aussi, on le sait, le film est assez inspiré de façon très, très proche de la vie de la quête d'une astronome qui s'appelle Jill Tarter et qui a, elle aussi, consacré sa vie à la recherche de signaux extraterrestres et qui vit un peu les mêmes avatars, qui a vécu les mêmes avatars avec du financement public, qui s'est arrêté. Alors, c'est pas à cause de ses concurrents, mais c'est parce que le Congrès américain a trouvé que c'était gaspiller l'argent public. Bon, ça leur prend de temps en temps. Parfois, c'est l'observation de la Terre et l'étude du changement climatique qui est gaspillage de l'argent public. Bon, pour la recherche de vie extraterrestre, je pense qu'on peut aussi en discuter. Hein. Donc, Jill Tarter s'est retrouvée sans financement et s'est tournée vers le financement privé, exactement comme dans le film, sauf que elle n'est pas tombée sur un énorme mécène très généreux. C'était, je pense, déjà les débuts du crowdfunding. Donc un certain nombre de financements, de petits financements, et puis effectivement elle a trouvé des mécènes, dont plus récemment un des fondateurs de Microsoft, qui lui a permis de monter son propre réseau de télescopes, qui n'est pas le VLA, celui qui est montré dans le film. The very large array in New Mexico is the key to our chances for success. With its 27 linked radio telescopes, we can search more accurately than at any other conventional facility. Now, we've already gotten the preliminary approval to buy the telescope time from the government. Now, all we really need is the money. A nice presentation, Doctor. But while our foundation arm does have a mandate to support experimental programs, we must confess that your proposal seems less like science and more like science fiction. Science fiction.
Oh, you're right. It's crazy. In fact, it's even worse than that. Nuts. You want to hear something really nutty? I heard of a couple guys that want to build something called an airplane. You know, you get people to go in it and then fly around like birds. It's ridiculous, right? Or what about breaking the sound barrier, or rockets to the moon, or atomic energy, or a mission to Mars? Science fiction, right? Look, all I'm asking is for you to just have the tiniest bit of vision, you know, to step back for 1 minute and look at the big picture, to take a chance on something that just might end up being the most profoundly impactful moment for humanity, for the history of history. I'm sorry, I just spent the last 13 months coming into rooms like this and talking to people like you, and the truth is you're my last chance, so I'm sorry I wasted your time. Doctor. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. You have your money. Thank you. Thank you. Mais c'est quelque chose, bon, les jeux de pouvoir qu'on voit dans le film, que ce soit des pouvoirs à l'intérieur des organismes de recherche ou à des jeux politico-géostratégiques, les enjeux industriels, vous avez vu que dans la construction de la machine, il y a l'enjeu de qui va avoir le contrat de construction de la machine. C'était quelque chose qui sont très présents dès qu'on parle de big science, et que, évidemment, je vois dans le domaine spatial, pas forcément autour des affaires scientifiques, mais aussi autour de tout ce qui est télécommunications, enfin tout ce qui rapporte de l'argent. Hein. La science ne rapporte pas d'argent. Et puis alors ce rôle de plus en plus grand des mécènes, il se trouve qu'il y a quand même maintenant des gens qui sont capables de, pour le plaisir à la limite, lancer des entreprises comme les lanceurs réutilisables. Je dis lanceurs parce que c'est le jargon du CNES pour les fusées. Donc les fusées réutilisables, je pense à, donc ça c'est Elon Musk, dont l'objectif n'est pas de faire des fusées réutilisables, ni même des voitures électriques. Ce qu'il veut, c'est coloniser Mars. C'est pour lui, les fusées réutilisables, c'est juste un outil. Et donc là, bon, ce personnage qui semble un peu fantasmagorique de, comment il s'appelle, SR Aden, qui en plus est un ingénieur au départ, le fondateur de SpaceX, donc ce gars des lanceurs réutilisables, lui aussi, il a fait fortune avec ce genre de choses. Il était, je crois, dans PayPal. Et donc, il a ce genre de rêve qui, à mon avis, au moment où le film a été tourné, est peut-être moins évident parce qu'il y avait moins d'argent. Ces gens qui ont fait fortune dans l'Internet, ils ont vraiment les moyens de changer, enfin de lancer des projets de cette envergure. Peut-être pas la construction de la machine, mais pas loin quand même. Donc ils peuvent révolutionner le monde des fusées. Ils peuvent. Alors je dis pas que c'est. Je pense que son idée de coloniser Mars, il y a quand même encore quelques étapes qui manquent. Mais il bouleverse le monde, ce monde-là. Voilà. Bon, tu es radioastronome. La fréquence ? Alors, pi fois tu as bien observé la fréquence. Centimètres, là, franchement. Il faut que tu leur expliques quand même. Alors, voilà. Donc, les grands questionnements. Écoutez, les extraterrestres, c'est bien gentil, mais on écoute. Vous avez tous eu des problèmes pour attraper les bonnes radios. Bon, maintenant, c'est quand même un peu plus facile avec des postes numériques, mais quand même, parfois, c'est compliqué. Il faut savoir ce qu'on écoute, quelle fréquence, etc. Et puis surtout éviter les parasites, puisque bon, toutes les ondes radio qui nous entourent font que si vous écoutez exactement aux fréquences de vos radios, si vous écoutez le ciel aux fréquences de votre radio, vous n'allez rien entendre. Donc est-ce qu'il faut écouter alors là, c'est l'arrêt à 21 cm de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant de l'univers. L'arrêt est à 21 cm, 1420 MHz. Pour parler en termes plus usuels, c'est quelque chose qui est très facile à observer. Est-ce que c'est ça que les extraterrestres vont utiliser pour nous parler ? Ça n'est pas trop évident.
D'autant plus que leur signal va être mélangé à tout le signal qui vient de tout l'hydrogène qui est dans l'univers, dans la galaxie, tout autour de nous. Donc là, bon, c'est sûrement une des possibilités qu'on a discutées, c'est pi, donc un nombre, voilà, c'est comme les nombres premiers, c'est un nombre qui est une donnée. Voilà. On pourrait imaginer que c'est un nombre qui a une existence indépendante de tout notre mode de pensée, multiplié par la fréquence de l'arrêt à 21 cm. C'est certainement une des possibilités. Mais vous avez vu aussi dans le film que la difficulté, c'est effectivement de balayer les bonnes fréquences. Et là, c'est quelque chose qu'on ne voit pas dans le film, qui est qu'il faut, pour faire cette recherche de signaux extraterrestres, non seulement il faut des grands télescopes. Ce qui compte, c'est pas tellement d'en avoir plein. Hein. Ça fait plus joli, les 27 antennes du VLA, parce que quand ils bougent tous ensemble, ce qui compte, c'est d'avoir un très gros télescope. Arecibo, c'est parfait pour ça, même si ça n'a pas beaucoup servi, un petit peu pour les recherches. Voilà, un grand télescope. Et puis derrière, il va vous falloir un système d'analyse des données qui est vraiment le plus Enfin, c'est un énorme ordinateur. Donc, je pense que le financement qui actuellement est utilisé, puisqu'il y a toujours des entreprises essentiellement sur financement privé d'écoute de signaux radio, le problème, c'est essentiellement l'analyse des signaux et la recherche de signal intelligent dont on ne sait pas ce que c'est. Parce que les nombres premiers, bon, ça va, c'est facile. Vous avez vu quand même qu'ils ont mis un moment à compter 1, puis 2, puis 3, puis 100, ça devient compliqué. Enfin bon. Mais après, en réalité, c'est beaucoup plus technique que cela. Talk to me, guys. Partially polarized set of moving pulses, amplitude modulated. We're locked. Systems check out, signal across the board. What's the frequency? 4.4623 gigahertz. Hydrogen times pi. Told you. Strong sucker, too. I got it! I'm patched in. All right, let me hear it. Listen to that. Et donc là aussi, je pense qu'il y a des enjeux industriels cachés qui font que, par exemple, une partie du temps d'observation d'un grand système de radiotélescope qui est basé aux Pays-Bas, mais avec des antennes auxiliaires dans différents pays d'Europe, celui-là aussi a été, enfin en tout cas une partie des objectifs sont liés à la recherche SETI sur financement qui n'est pas entièrement public. Donc je pense qu'il y a aussi des enjeux de perfectionnement industriel. Ok, donc c'était bien pi, Roland. C'était pi, hein. C'était ça. Ouais, c'était pi. Voilà, ouais. Exactement. Bon, très bien, extraterrestre. Alors l'exobiologie, quand tu as dit que tu préférais astrochimiste, ce qui fait très élégant. Vous intéressez aux traces de la vie. Donc, est-ce que tu peux un peu nous expliquer finalement ce que vous cherchez? Parce que là, on parlait de signaux électromagnétiques. Est-ce que toi, c'est ce que tu observes et comment quels indices tu vas chercher? Alors, effectivement, l'exobiologie, c'est la recherche de la vie ailleurs, au sens le plus large. Mais pour avoir une démarche vraiment scientifique et avoir un fondement à cette recherche, le point de départ, c'est d'essayer de comprendre comment la vie est apparue sur la Terre. Et ça, on est sûr. Et la démarche scientifique, c'est de se baser quand même sur des choses concrètes, avérées. Et pour comprendre comment la vie est apparue sur la Terre et comment elle pourrait apparaître ailleurs, on a besoin de chimie, on a besoin de biologistes, on a besoin de géologues, on a besoin d'astronomes, pour situer un petit peu le contexte aussi de la Terre dans son environnement, dans le système solaire et dans la galaxie. Et donc c'est pour ça que je peux dire effectivement que je fais de l'exobiologie, mais je ne suis pas exobiologiste, je suis chimiste. Je m'intéresse à la chimie des comètes, des petits corps du système solaire qui ont pu apporter des ingrédients qui ont contribué à l'apparition de la vie sur la Terre, qui ont pu contribuer éventuellement, et là on rajoute un grand si, à l'apparition de la vie sur Mars, si majuscule la vie est apparue sur Mars, et pourrait éventuellement contribuer à l'apparition de la vie ailleurs, autour d'autres étoiles. Donc ce qui m'intéresse vraiment, c'est le passage, les ingrédients initiaux de la recette qui conduit à l'apparition de la vie sur une planète, en se fondant sur notre exemple commun, la Terre, et en extrapolant, une fois qu'on a des idées, en tout cas un scénario pour
envisager comment la vie est apparue sur la Terre, essayer de l'extrapoler à d'autres objets. Et le plus proche de nous, c'est Mars. Donc, on sait qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars dans un passé assez lointain, et ça, ce sont des traces plutôt géologiques. Donc, on a besoin de géologues on a besoin d'ingénieurs qui construisent les bons instruments qui vont fonctionner sur Mars, ce qui n'est pas facile, pour analyser la composition des roches qui sont présentes sur Mars, pour déterminer si ce caillou, bon, il vient d'un volcan, c'est pas forcément ce qui va nous intéresser au premier lieu. Ça c'est une roche, on va dire une roche sédimentaire, un argile. Ça s'est formé en présence de liquide. Donc, poum, on met un drapeau dessus. Il y a eu effectivement de l'eau liquide à cet endroit sur Mars. Et derrière, on va envoyer les chimistes, les gens qui construisent des instruments de chimie, qui sont capables de construire des instruments de chimie qui vont fonctionner sur Mars. Parce que quand on fait de la chimie en laboratoire, ça n'a pas marché, c'est en panne, on va recommencer. Je me suis trompé dans la préparation de mon échantillon, finalement, je n'ai pas le bon instrument. Quand on est sur un robot sur Mars, quand on envoie un robot sur Mars, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut que l'instrument fonctionne et qu'il faut ensuite qu'il soit adapté à une analyse d'un échantillon qu'on voit pour la première fois. Et on ne peut pas se dire « Ah zut, j'ai loupé, donnez-moi 2 milliards », on va voir Fabienne Casoli au CNES, donnez-moi 2 milliards, profite, 2 milliards, j'ai jamais essayé. On va recommencer parce que je me suis trompé. Donc voilà, on a besoin justement d'avoir un consortium, en général pluridisciplinaire, et essayer de voir effectivement quelles sont les molécules qu'on cherche, à quel endroit, avec quel instrument, et quelles sont les molécules qui pourraient être des signatures d'une évolution chimique vers la vie. Et éventuellement, et ça, personne n'est d'accord encore dans la communauté scientifique, quelle serait vraiment en dehors de voir un lapin qui court à la surface de Mars, quelle serait vraiment une signature qui permettrait de dire « Ah, on est sûr », et tout le monde serait d'accord, et on retrouve des problématiques du film, on est sûr et tout le monde serait d'accord de dire qu'avec cette détection, on a prouvé qu'il y a eu de la vie sur Mars. Donc c'est tous ces échevaux qu'on essaye de démêler progressivement en faisant des choses au laboratoire, en participant à la fabrication d'instruments qui sont envoyés sur des sondes spatiales. Là, à Rosetta, par exemple, je traite des données qui viennent de Rosetta. Ce sont des instruments qui ont été construits dans les années 90, quand j'étais au lycée ou que je commençais la fac. Donc c'est pas moi qui ai fait ces instruments. Et avec des collègues, on essaie de construire des instruments qui seront utilisés par des gens qui sont, dans le meilleur des cas, au début de leurs études universitaires, peut-être au collège ou encore à l'école primaire, mais c'est des choses qui sont sur des générations de chercheurs. Et donc pour le mode d'emploi, vous faites comme les espèces intelligentes pour qu'ils sachent s'en utiliser. On essaye de faire les meilleurs instruments et on essaye de réfléchir aussi, c'est ça. Alors, on cherche pas, c'est vrai que moi, dans ma problématique, je ne cherche pas une vie intelligente. Une vie, ça peut être quelque chose de très primitif, une bactérie. Je serais très, très content de trouver qu'il y a eu des bactéries sur Mars ou qu'il y a une forme de vie. Quand on réfléchit, si on regarde la diversité du vivant sur Terre, l'être humain, ça n'est qu'une forme qui nous intéresse. Je ne veux pas dire que c'est pas intéressant, mais on n'est qu'une forme de vie parmi d'autres. Il y a pas forcément une raison directe pour qu'à chaque fois qu'une vie apparaît, si la vie existe ailleurs, elle va forcément vers une forme de vie intelligente qui va avoir envie de nous envoyer des séries de nombres premiers. Ce qui est intéressant, c'est de se dire quelles vont être les signatures d'une vie quelconque, sans que ce soit péjoratif. Il y a de la vie sur Terre, par exemple, il y a de la photosynthèse. La photosynthèse crée du dioxygène. Le dioxygène, c'est pas facile à voir. Par contre, quand il y a du dioxygène, ça forme de l'ozone. Et s'il y a beaucoup d'ozone, en combinaison avec d'autres éléments chimiques, ça pourrait être une signature de présence d'une vie sur une planète autour d'une autre étoile. Et dans les quelques dizaines d'années qui viennent, on n'est pas encore, mais avec un peu d'audace, de moyens, on aura des instruments qui seront capables de sonder la composition d'atmosphère d'autres planètes. Et là, on ne sera plus à se dire peut-être sur Mars, mais on aura des dizaines, peut-être des centaines, et alors à une échelle de temps que
que j'ai du mal à projeter, des milliers d'objets qu'on pourra analyser. On se dira, ah ben là, on peut trop rien dire. Ah ben là, c'est bizarre. Et je ne pense pas qu'on sera dans une situation où du jour au lendemain, on va se dire, trompette, on a trouvé de la vie ailleurs. On va trouver un truc bizarre. Et il y aura des gens qui diront, ah, je suis sûr c'est de la vie. Et des gens qui diront, mais non, mais attendez, parce que dans certaines conditions, si vous imaginez tel type de comète qui tombe sur cette planète dans ces conditions géophysiques, ça peut donner tel type de réaction, et on pourrait l'expliquer autrement. Et il y aura un débat. Il y aura des gens qui seront d'accord, d'autres qui seront contre, et des faisceaux. Je pense que la découverte, si un jour il y a une découverte d'une vie extraterrestre, peut-être que je me trompe, mais je pense que ça ne sera pas quelque chose de binaire, qui sera soudain. Ce sera probablement quelque chose une ouverture d'un débat qui sera long, qui sera peut-être frustrante médiatiquement, mais qui sera passionnante. Et ceci nous mène à une question centrale, au-delà de l'exobiologie, c'est l'exomathématique. Quelle mathématique pratique-t-on chez les extraterrestres? Tu connais la nouvelle de Craig Egan? Alors, je ne connais pas la nouvelle de Craig Egan, on va en parler, mais il n'y a pas longtemps, il y avait un livre qui s'appelait Humans par Matt Haig, dans lequel une civilisation extraterrestre extrêmement avancée découvrait qu'un mathématicien sur Terre avait résolu l'hypothèse de Riemann et se dépêchait d'envoyer quelqu'un en émissaire pour tuer le mathématicien indélicat, prendre sa place et éliminer tous ceux qui ont eu connaissance de cette preuve de l'hypothèse de Riemann, car l'hypothèse de Riemann permettra aux humains d'accéder à un stade technologique supérieur qui fera qu'ils représenteront une menace à terme pour cette civilisation extraterrestre. Ils sont beaucoup moins bienveillants que dans le film, que dans Contact. Bon. Alors ça pose un problème, effectivement. Alors l'hypothèse de Riemann, c'est aussi relié au nombre premier. Mais c'est plus subtil parce que c'est sophistiqué, ça fait aussi intervenir les nombres complexes, les fonctions complexes, les fonctions méromorphes. Et là, on peut se poser la question. Bon, c'est vrai que les lois mathématiques sont les mêmes partout dans l'univers, certes, mais les façons d'ordonner ces lois mathématiques, de les regrouper en théorème, en objet mathématique, peut-être pas. Alors les nombres, on peut dire 1, 2, 3, ça va toujours se retrouver. La multiplication aussi, donc les nombres premiers aussi. Les nombres complexes, on peut discuter. Fonctions méromorphes, on peut discuter aussi. Discutons, voilà. Qu'est-ce qu'on pense? Bon, moi, je veux bien. Mon avis sur Vega, ils connaissent aussi les fonctions méromorphes, mais ça, c'est un point de vue personnel. C'est plus, on peut reconnaître que le doute, on doit reconnaître que le doute est encore possible. Bon. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire au-delà de ça? En fait, pas grand-chose, parce que mathématiques, ça a été développé guère qu'une fois. Les mathématiciens ont sans arrêt reconstruit par-dessus ce qu'ont fait les précédents. C'est pas comme les langues où il y a des milliers de langues qui ont été développées avec beaucoup d'indépendance les unes par rapport aux autres. Mathématiques, ça a toujours été un grand tronc et on ne s'est jamais posé la question, une fois que les complexes avaient été inventés, s'il y avait un autre moyen de faire. Tout le monde s'est mis à raisonner avec les complexes et ainsi de suite. Donc on ne sait pas trop, c'est beaucoup plus dur d'imaginer une façon de faire des mathématiques différentes que d'imaginer des langues, voire des formes de vie différentes. So what you're hearing is the signal from the Ratana Let's Ray get in Russia. decryption people in here now. Linucharsky's visiting at Caltech. Explain this to me. If the source of this signal is so sophisticated, why the remedial math? Exactly. Why don't they just speak English? Yeah, well, maybe because 70% of the planet speaks other languages. Mathematics is the only truly universal language, Senator. It's no coincidence that they're using primes. I don't get it. Prime numbers. That would be integers that are only divisible by themselves and one. Alors une autre remarque encore sur le nombre premier. Le plus ancien artefact mathématique, comme on dit, en tout cas le plus ancien objet travaillé de main d'homme, dont certains pensent qu'il contient un contenu mathématique, ça s'appelle l'os d'Ishango. Les os d'Ishango, c'est quelque part en Afrique. Et les gens disent qu'il y a un contenu mathématique précisément parce qu'il y a des nombres premiers.
Je vous lis une petite description de l'interprétation de la colonne de gauche de Joseph DiChango. La colonne peut être divisée en 4 groupes. Chaque groupe possède respectivement 19, 17, 13 et 11 entailles. La somme de ces 4 nombres fait 60. Ce sont les 4 nombres premiers successifs compris entre 10 et 20. Voilà, alors c'est sur la base de ça que certains disent, eh ben oui, ils avaient une intelligence mathématique, ceux qui ont gravé cet os, c'est le plus ancien, alors c'est-à-dire, on ne sait pas exactement de quand non plus il est d'ailleurs, mais c'est pour vous dire que ces questions de nombres premiers, c'est ce qu'on considère comme, oui, peut-être 20 000 ans, ça revient dans ces idées de déceler que derrière un signal très très simple, il y a une intelligence mathématique. Et puis, évidemment, l'interprétation que j'ai donnée là, elle a été contestée, réfutée par plein de monde, puis des contre-réfutations et ainsi de suite. Et puis, pour terminer sur un nombre premier, là, si vous demandez aux mathématiciens de citer une démonstration très ancienne, très belle, qui a passé les millénaires avec toujours autant de popularité et d'émerveillement, sans conteste, ils vous diront c'est la preuve qu'il y a un nombre infini de nombres premiers, qu'il y a une quantité infinie de nombres premiers. L'argument, tel qu'on le trouve dans Euclide, dans le recueil des preuves du grand livre dont Paul Erdős disait qu'elles étaient inscrites dans une sorte de registre divin qui contient toutes les plus belles preuves mathématiques. C'était la première, la preuve de ce qu'il y a une quantité infinie de nombres premiers. C'est vertigineux. Roland, c'est vertigineux? Justement, sur l'idée qu'au prétexte qu'on reçoit des nombres premiers d'ailleurs, on se dit qu'il doit y avoir une intelligence derrière. Ça pose une question qui est immédiatement un peu touchy, comme on dit, que ça laisse sous-entendre que quand on dit les nombres premiers, disons, c'est compliqué, en un sens qu'on ne sait pas forcément préciser, mais enfin, en tout cas, ça n'a pas l'air naturel, c'est donc un peu compliqué, un peu subtil. Et donc, si je vois un signal qui reproduit la suite des, mettons, 30 premiers ou 40 premiers nombres premiers, donc il y a une intelligence derrière. Vous voyez qu'il y a un lien qui est assez intéressant entre se dire c'est compliqué, donc il y a une intelligence. All right, it's restarting. Wait a minute. Those are numbers. That was a 3. The one before it was a 2. Base 10 numbers. Just start counting now. See how far we can get. 1. 7. 7. Those are primes. 2, 3, 5, 7. Those are all prime numbers. And there's no way that's a natural phenomenon. Holy shit. Okay, let's just calm down and pull up the star file on Vega. Je pense que vous êtes des êtres assez compliqués. Est-ce qu'il y a une intelligence qui a prévalu à votre apparition sur Terre? Vous voyez, on arrive tout de suite dans une ambiance plus tendue, là, en se disant, alors, au prétexte que c'est compliqué, il y a donc une intelligence derrière. Et donc là, on arrive immédiatement les arguments du dessin intelligent qui vous disent, ah ben, regardez, l'oreille, c'est absolument incroyable, c'est bien chiadé, donc ça a été prévu. Ou le nez, remarquable, c'est un peu laid, mais ça sert bien, c'est bien foutu, donc ça a été pensé. Et donc, être capable, dans un signal qu'on trouve comme ça, dans un objet qu'on trouve, de décider que c'est une intelligence qui a prévalu à sa fabrication, ce n'est pas une question facile. Alors quand c'est l'os DiChango, quand c'est le disque de Phaistos, quand c'est le manuscrit Voynich, alors le disque de Phaistos, c'est quelque chose dont on pense que c'est un objet astronomique qui est écrit dans une langue qu'on ne comprend pas, qu'on n'a que cet exemplaire pour décrypter la langue, et on ne comprend rien de cet objet. C'est un artefact manifeste en métal, ça a été fait sur Terre, donc on se dit, comme il y a eu des humains intelligents sur Terre, c'est sûrement une intelligence qui l'a fait, c'est pas apparu par la nature, mais vous voyez qu'on a un prérequis, c'est que ça a été trouvé sur Terre. Identiquement, le manuscrit Voynich, là c'est peut-être un crackpot, en tout cas c'est quelque chose qui est d'abord magnifique à regarder, c'est peut-être un langage crypté, c'est peut-être rien du tout, c'est peut-être une farce, c'est peut-être effectivement une langue inventée, enfin on n'a aucune idée de ce que c'est cette chose, et du coup on sait par contre c'est une intelligence qui a fait ça. Quand on a trouvé ça sur Terre, c'est
c'est un humain qui a fait ça, donc c'est une intelligence qui a fait ça. Donc là, c'est facile à la limite. Mais quand c'est un signal qui est capté, qui fait bip, 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 et puis vous dites, ah ben, donc c'est quelqu'un d'intelligent, comment vous pouvez être sûr qu'il n'y a pas un phénomène naturel qui va produire spontanément la succession de nombres premiers? C'est pas gagné d'avance. Parce que sinon, si c'est ça, si complexité, ou il faudrait que vous la mesurez, alors Cédric pourrait nous en parler, j'imagine, plus longuement que moi, mais si vous pouvez parler de... On peut quantifier ce que c'est la complexité d'un signal en mathématiques, il y a ça, Kolmogorov a fait ça, d'autres ont fait ça, essentiellement en se disant la complexité d'un signal, disons, ou d'une suite de nombres, parce qu'en fait n'importe quel signal peut être, disons, numérisé d'abord, transformé en binaire, ça fait une suite de nombres, une suite de 0 et de 1 par exemple, ou une suite de nombres en système décimal par exemple. La complexité d'un signal, c'est la longueur du plus petit programme qui produit cette liste de nombres. Vous imaginez, vous avez un langage de programmation qui va tourner, qui va produire, il y a un truc qui s'appelle les machines de Turing, ça c'est un langage de programmation universel qui est capable de produire absolument tous les programmes qu'on peut imaginer dans n'importe quel langage. Vous produisez ce signal avec un programme, et le plus petit programme qui produira ce signal, voilà, la longueur du plus petit programme, c'est sa complexité. Alors il y a des programmes très simples, par exemple une suite de 100 zéros, do i égale 1 100, print 0, do. Vous faites une boucle qui écrit 100 fois 0, c'est un tout petit programme. Écrire le nombre pi, par exemple, les 10 000 premières décimales du nombre pi, il y a un programme qui peut faire ça. Donc nombre pi n'est pas un nombre très compliqué, il y a un assez petit programme. D'ailleurs, il y avait des compétitions d'écrire en C le plus petit programme qui écrit les 10 000 premières décimales du nombre pi. Le plus petit programme fait 136 caractères. Je vous laisse relever le défi. Pour 10 000, attention, si c'est 20 000, on peut discuter. Et puis, vous pourriez vous dire, les nombres premiers, pareil, vous pourriez imaginer un programme qui va engendrer la suite des nombres premiers et il y aura une certaine complexité associée à la suite des, par exemple, 100 premiers nombres premiers. Mais remarquez que, du point de vue de la complexité, une suite de nombres aléatoires a la complexité la plus grande, puisque le programme le plus court qui engendre une suite de nombres aléatoires, c'est print la suite de nombres aléatoires. C'est la suite de nombres aléatoires elle-même. Donc une suite de nombres aléatoires, c'est quelque chose qui a une grande complexité de Kolmogorov, et en même temps, c'est très exactement l'opposé d'une intelligence, d'un truc qui est produit intelligemment. Et il y a des choses qui ont une toute petite complexité, 100 fois 0 de suite, et qui n'ont aucun intérêt non plus, puisqu'il pourrait y avoir des signaux qui envoient... les pulsars, ils font bip, 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 bip. Alors bip, ça veut dire 0, ils le font, voilà, ils envoient toutes les 33 millisecondes, le pulsar du crabe envoie un bip, et donc c'est très facile, c'est un programme qui est un pulsar. Et donc du coup, cette notion de complexité-là, vous voyez que ça n'est pas adapté à décider s'il y a une intelligence qui peut être à l'œuvre derrière ça, parce qu'à la fois des petites complexités peuvent être engendrées par des choses très compliquées, comme un pulsar, ou nous, on écrit 100 fois 0 à la main, ou des choses très complexes, par cette mesure-là, une suite de nombres premiers peuvent être engendrés parfaitement par le hasard du bruit quantique dans une diode électronique. Donc cette mesure de la complexité ne peut pas vous convaincre que c'est une intelligence qui est derrière. Donc en particulier, la suite des nombres premiers, qui n'est pas très complexe, ne vous dit rien sur l'intelligence ou le supposé, ou de quoi, qui est-ce qui a envoyé ça. Donc là, dans le cas du film, la suite de nombres premiers, n'importe quelle suite de nombres. Vous allez sur l'encyclopédie des suites numériques, vous verrez, c'est assez stupéfiant sur Internet. Vous mettez une suite que n'importe quoi qui vous passe par la tête, il y en a une dedans qui ressemble à celle que vous avez mise, et vous apprenez que c'est un truc complètement délirant, de je ne sais quoi, un maths qui est absolument génial. Vous pouvez découvrir des maths comme ça stupéfiantes. Donc vous voyez que ça, c'est pas si simple de définir, de dire il y a une intelligence derrière parce que ça a l'air, entre guillemets, compliqué, ou disons pas naturel, parce que c'est compliqué. Et donc, il faut passer à un niveau du dessus, il faut passer à une autre mesure de la complexité. Cette fois-ci, n'est pas géré par le plus petit programme qui engendre la suite de nombres, mais qui est géré par le temps d'exécution du plus petit programme qui engendre la suite de nombres. Le temps d'exécution du plus petit programme qui engendre la suite de nombres. Et il se peut que ce temps soit très très long. Par exemple, si on imagine que, disons, la vie est une manière de programme, ça serait à discuter évidemment, mais en tout cas il y a une sorte de code génétique, et puis il y a la vie tourne, il se passe des choses. Il a fallu un très grand temps d'exécution pour arriver à nous. Donc en fait, ce qu'il faudrait, c'est être capable de déceler cette complexité-là, de ce deuxième niveau, le temps d'exécution du plus petit programme qui engendre la suite. Parce que si ce temps est long, ça ne veut pas dire qu'il y a une intelligence derrière, mais ça peut peut-être vouloir dire tout simplement que ça vaut le coup d'aller regarder. Voilà. Disons que c'est un truc assez compliqué, vraiment. Il a fallu du temps pour le faire. Ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Engendrer les 10 000 premiers nombres, les 10 000 premières décimales du nombre pi, c'est non seulement un petit programme, mais en plus il s'exécute assez vite. C'est pareil pour les 100, les 1000 ou les 100 000 nombres premiers. Engendrer la vie, enfin créer la vie, fait que la vie apparaisse sur une planète. On ne sait pas comment ça se produit dans le détail fin pour l'instant. C'est probablement un processus long, si tant est qu'on puisse le comparer
une manière de programme ou quelque chose qui ressemble à un programme. Donc voilà, ça c'était le point intéressant, je trouve, c'est que si on ne fait pas attention, même en étant scientifique, en disant parce que ça a l'air compliqué, donc il y a une intelligence derrière, on tombe très exactement dans le même type d'argument des gens du dessin intelligent qui vous disent « Ah ben l'oreille, elle est absolument subtilement faite et parfaitement taillée pour sa fonction, et ça n'est pas possible que ça se produise naturellement, donc il y a eu quelqu'un qui a fait un grand horloger qui a géré le truc derrière. » Whew. A little chilly out here. Yeah, this is nice. I got one for you. What do you got? Occam's Razor. You've ever heard of it? Occam's Razor. It sounds like some slasher movie. No, Occam's Razor. It's a basic scientific principle. And it says, all things being equal, the simplest explanation tends to be the right one. Makes sense to me. All right. So what's more likely? Thank you. You're welcome. An all-powerful, mysterious God created the universe and then decided not to give any proof of his existence. Or that he simply doesn't exist at all. And that we created him so we wouldn't have to feel so small and alone. Alors, donc c'est important, c'est-à-dire épistémologiquement, c'est important comme de pas tomber du mauvais côté de la barrière. Et j'allais dire un autre truc, mais ça m'est sorti de l'esprit, ça y est. C'était sur l'anti-cryptographie. Bon, ça va me revenir, je passe la parole. Alors, comme Roland est allé développer sur ces questions d'intelligence et de nombre premier, je vais juste partager avec vous une blague vaseuse de mathématiciens. Comment des scientifiques répondent-ils au problème de démontrer que tous les nombres impairs à partir de 3 sont premiers? Il y a plein d'approches. Il y a l'approche empirique, je ne la connais pas, tu nous diras. Il y a l'approche de l'informaticien, c'est for n allant de 3 à 99, step 2, print n est premier. Il y a l'approche du logicien, 3 est premier, 5 est premier, 7 est premier, par une récurrence facile, tous les nombres impairs sont premiers. Il y a l'approche du physicien, 3 est premier, 5 est premier, 7 est premier, 9 est une erreur expérimentale, 11 est premier, 13 est premier. Il y a l'approche du... Alors vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça dépend de qui vous avez envie de latter, vous pouvez mettre l'approche du littéraire ou l'approche du polytechnicien. C'est 3 est premier, 4 est premier, 5 est premier, 6 est premier, 7 est premier, et donc tous les nombres impairs sont premiers. Voilà, alors là-dessus, Roland, tu n'as pas retrouvé ce que tu voulais dire? Non, ben alors on va poser des questions à la salle. Mais il y a à chaque fois. Mais il y a Hervé qui voulait quand même rebondir sur ce que tu disais par rapport à la chimie. Merci, ce sera plus simple. Oui, on a parlé d'associer la complexité à l'intelligence, mais d'un point de vue chimique, on peut retourner peut-être le raisonnement parce qu'en fait, le vivant, alors je ne parle pas de l'intelligence, mais le vivant a tendance à simplifier un système chimique, c'est-à-dire que tout être vivant, nous, une bactérie, n'importe quoi, l'architecture globale, c'est les protéines. Alors les protéines, il y en a une infinie variété qui ont une complexité terrible, mais les protéines sont construites à partir de 20 molécules différentes qu'on appelle des acides aminés. Il y a des milliers d'acides aminés qu'on pourrait utiliser. Le vivant n'en utilise que 20. Et parmi ces acides aminés, il y en a qui sont une certaine géométrie et une autre géométrie opposée. Le vivant n'utilise qu'une seule de ces géométries. Donc pour les protéines, alors les biologistes, s'il y en a dans la salle, vont peut-être me détester, mais moi je suis un chimiste. Une protéine, c'est simple parce que c'est un mélange de 20 molécules différentes. Et quand on regarde le support de l'information, l'ADN et l'ARN, donc ça pareil, c'est des molécules qui sont d'une splendeur assez hallucinante, qui ont une fonction qui est majeure. Mais si on regarde l'ADN, qu'est-ce que c'est? Ça va être un petit squelette qui est basé sur ce qu'on appelle un phosphate, c'est PO4. Sur ce phosphate, dans l'ADN, on va mettre un sucre qui s'appelle le désoxyribose et le lettrage du code informationnel du vivant, de tout le vivant sur Terre, c'est 4 lettres. L'adénine, la thymine, la guanine, l'uracile. Et c'est fini. Alors, après, bien sûr, le système qui est bâti autour va générer une certaine complexité, mais les briques élémentaires du vivant
on les trouve en un nombre qui est extrêmement limité. Et si on cherche une trace de vie sur une autre planète, si on voit effectivement toute une multitude de molécules qui partent dans tous les sens, qui ont plein de fonctions, des tailles différentes, des natures différentes, ça, la chimie va générer ça spontanément assez facilement. Par contre, si effectivement on ramène un échantillon de Mars ou on analyse un échantillon sur Mars, et on va voir qu'il y a un nombre très très réduit de molécules, des choses qui peuvent s'apparenter aux acides aminés, qui n'ont qu'une seule configuration géométrique alors qu'il peut en exister d'autres, et qu'on va trouver des structures moléculaires qui sont basées sur des briques élémentaires relativement simples, ça pourrait être un indice plutôt justement en faveur de présence de vie sur cet objet. Donc ça va à l'inverse en fait de l'idée de renvoyer un message qui est compliqué, qui est mathématique, qui est basé sur des choses complexes. La chimie du vivant aura tendance à plutôt ramasser et à simplifier l'information. Pourquoi ? Parce que si on veut que ça fonctionne, et ça fonctionne bien, il faut quand même que ce soit à partir d'éléments plutôt dans un nombre limité. Bon, tu vois, la chimie, c'est simple. Voilà. Non, mais je sais bien. Bon, allez, une question première, parce que... Impair, oui. Bonsoir. Les nombres premiers, moi, j'y connais rien, je ne sais même plus ce que c'est. Donc, ma question, elle risque d'être peut-être un peu scientifiquement tarte. Mais j'ai vu dans le film, la dernière fois on était venu, il y avait le film Moonwalk One, il y avait un historien des services secrets qui était là, il me semble, hein, c'est ça, qui nous avait expliqué que tout le monde que depuis Apollo où ça avait été la guerre, depuis c'était une grande collaboration, tout ça était très charmant. C'était un peu suspect son explication, mais c'est plus ou moins ce qu'il avait dit. Et là, dans le film, on voit qu'à un moment, la fille, enfin, le personnage de Jodie Foster elle veut que sa découverte soit diffusée au monde entier. Et puis, on voit que le pouvoir politique met la main sur sa découverte, la garde, et le pouvoir politique américain met la main sur sa découverte. On a l'impression que c'est pas tellement diffusé. Alors je me demandais comment c'est dans la réalité. Est-ce que c'est de la collaboration très ouverte ? Est-ce que c'est de la guerre permanente entre les différents pays ? Est-ce que voilà, enfin, bon, c'est voilà. Fabienne, toi qui as été dans plein de comités internationaux. Je pense que ça dépend un petit peu de quoi on parle. Les grandes coopérations scientifiques fonctionnent sur le mode des coopérations scientifiques, donc d'échange de données, en tout cas à l'intérieur du consortium. Hervé parlait de consortium. Quand les scientifiques qui travaillent sur une opération donnée, normalement, partagent leurs données. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'en dehors du consortium, ça ne sort pas, jusqu'à ce qu'il y ait des publications scientifiques officielles. Maintenant, la grande coopération entre les Russes, les Chinois, les Américains, en tout cas dans l'espace, ça fonctionne assez mal. Bon, on a la Station spatiale internationale, mais les Chinois n'y sont pas. Et il y a une partie russe, il y a une partie européenne, il y a une partie américaine, chacun chez soi. Je sais que nous, on a dû financer des instruments scientifiques qui existent dans la partie russe, mais auxquels on n'a pas accès parce qu'on veut travailler sur des astronautes américains. Donc il y a tout cet aspect-là, je veux dire coopération, compétition, dès qu'il y a des enjeux importants au niveau scientifique, les deux se mélangent. Et par contre, pour ce qui est si on revient à SETI, il y a eu de nombreuses discussions sur des protocoles d'annonce. Je suis sûre que ces discussions n'ont pas abouti à un protocole qui soit agréé par tous, mais la question se pose effectivement, si on détecte quelque chose, comme on l'a dit, il y aura probablement débat. Est-ce que c'est un débat qui est uniquement à l'intérieur de la communauté scientifique ? Est-ce qu'on donne l'occasion à d'autres scientifiques d'autres pays de vérifier ?
Inévitablement, il va y avoir des fuites, avec tous les enjeux qu'on voit dans le film. Je pense que c'est... En fait, le film, en tout cas dans sa première partie, est assez subtil, montre beaucoup d'aspects des choses qui sont certainement très réalistes et bien pensés. Donc, qu'est-ce qu'on fait dès qu'il commence à y avoir des fuites? Est-ce qu'on essaie de limiter la panique des populations qui peut certainement se produire? Tous ces enjeux, en particulier aux États-Unis, autour de la religion, les impacts, voilà, tout ça va apparaître. Et donc, si en plus c'est un consortium qui est payé sur des fonds privés, comme dans le film, qui donc n'est pas forcément tenu par le gouvernement à des règles particulières de mise en commun des données, ça ne va pas forcément être si simple. Bon, pour l'instant, le cas ne s'est pas produit. Juste un point sur les données qui sont issues des opérations scientifiques, des télescopes, des missions spatiales. De plus en plus de pays adoptent la règle que toute recherche faite sur des fonds publics, les données doivent être publiques. Et je peux vous dire que sur les missions spatiales, les missions sur Mars par exemple, dont on a parlé, toutes ces données doivent être publiques et mises à disposition du public dans des délais qui varient entre 1 à 2 jours jusqu'à 6 mois. Donc il n'y a pas de rétention normalement des données. Bon, maintenant, je ne pense pas qu'on puisse forcément faire des choses très faciles. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Bonsoir. Dans le film, il est question d'un voyage par des vortex. Alors, est-ce que c'est une fiction? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est des trous de verre, des trous noirs? Quel est l'état de la science actuelle là-dessus? Et si ça existe, pourquoi c'est pas encore réel? Roland, tu te rappelles les tubes de Krasnikov? Alors, bon, d'abord, ce qu'on voit dans le film de ce point de vue-là, c'est un peu fantaisiste, sans aucun doute. Ils évoquent... Alors, c'est Carl Sagan, en fait, quand il a écrit son roman Contact, il s'est renseigné auprès d'un de ses collègues, dont le nom m'échappe, je ne suis pas à la masse, qui a servi Kip Thorne, de... non? Hein? C'était pas Thorne? Oui, Kip Thorne, je sais rien, je deviens fou. Kip Thorne, qui justement est d'abord un physicien de la relativité générale, un astrophysicien, enfin quelqu'un qui fait de la relativité générale, théorie de la gravitation qui a été publiée par Einstein il y a maintenant un peu plus d'un siècle, il y a 101 ans. Et Kip Thorne est aussi le conseiller scientifique pour le film Interstellar. C'est lui qui a donné des billes à Nolan pour la visualisation du trou noir et tout un tas d'effets, en tout cas en dehors du trou noir. Après l'intérieur, disons que c'est plus carnaval. Donc, comment il s'appelle, Sagan a demandé à Kip Thorne s'il y avait un moyen d'aller à Vega, enfin s'il pouvait trouver un moyen d'aller à Vega plus vite que normalement, ça veut dire en mettant des méga plombes. Parce qu'avec la vitesse des vaisseaux qu'on a habituellement, c'est typiquement des dizaines de milliers d'années. Si c'est à la vitesse de la lumière, c'est 26 ans, parce que c'est la distance de Vega, je crois que c'est 26 années-lumière. Là, on veut y aller en pas longtemps et revenir, passer un petit tour et revenir. Voilà. Donc, comment on fait? Alors, il se trouve que Kip Thorne avait déjà des outils techniques dans ses compétences. D'abord, il maîtrise bien la relativité générale, et ensuite, ils avaient commencé à envisager, mais c'était pas lui en fait, c'était avant Einstein et Rosen avaient déjà imaginé des déformations de l'espace-temps qu'on appelle pont de Einstein-Rosen. Alors, ces déformations de l'espace-temps, il faut comprendre que dans la vision de la relativité générale d'Einstein, la gravité n'est pas une force, mais une manifestation de la déformation de l'espace-temps. Et que cette déformation, elle est produite par la distribution de matière, d'énergie, et la distribution et le mouvement de la matière et de l'énergie, c'est de la lumière par exemple qui se déplace, dans le cadre. Ça veut dire que le contenu influence sur le contenant, et la forme du contenant dit au contenu, toi tu vas à gauche ou tu vas à droite selon la forme que j'ai. Il y a une relation entre le cadre dans lequel se déplacent les particules, disons, la matière, pour dire les choses plus simplement encore, et le fait que cette matière déforme le cadre dans lequel elles sont. Alors, Einstein il y a eu un certain nombre de solutions des équations d'Einstein, par exemple une solution dite de Schwarzschild, qui a permis de décrire la gravitation autour d'une masse sphérique comme le Soleil, par exemple, à peu près sphérique comme le Soleil, avec des conséquences qui ont mis longtemps à se développer, à être comprises, que sont les trous noirs.
Et puis, il y a eu d'autres déformations imaginées, dont ces fameux ponts de Einstein-Rosen, qui étaient en fait une sorte de pont entre deux lieux, espace-temps, deux points de l'espace et du temps, qui sont connectés par un tunnel ou par un canal, mais qui a un pincement, un endroit où il y a une singularité, un endroit où la courbure tend vers l'infini. Et ce qu'a eu l'idée de faire Kip Thorne, dans les années 80, quand Sagan lui a posé la question, est-ce que l'on peut rendre un pont d'Einstein-Rosen traversable? Est-ce qu'on peut, si on rentre dedans, comme il y a cette singularité, une courbure extrêmement grande quand on tend vers ce pincement, cette courbure qui est une manifestation de la gravité, si vous allez dedans, vous êtes cassé, votre vaisseau est cassé, parce que vous subissez ce que vous appelleriez en termes newtoniens des forces gravitationnelles, en fait plus exactement des forces de marée gravitationnelle extrêmement intenses, et vous êtes brisé. Donc vous ne pouvez pas passer à travers le pont. Donc l'idée qu'a eu Kip Thorne, c'est d'imaginer un moyen de rendre ce genre de pont traversable en invoquant, alors cette fois-ci en disant comment je pourrais faire, je fais le cahier des charges, je veux pouvoir traverser, donc il n'y ait plus le pincement, que la courbure ne soit pas infinie et que je puisse traverser sans subir des forces de marée qui me brisent moi et mon vaisseau. Et donc pour ça, il a dû invoquer une matière dont on n'a aucune trace nulle part, dont l'énergie de masse, dont l'énergie est négative. Un truc dont on a la trace nulle part. Mais si vous avez ça, et que vous dites, voilà, une hypothétique matière qui a telle et telle propriété, si je la mets avec de la matière normale et que je la bricole, que je la dispose de telle façon, alors je peux créer une manière de pont traversable entre deux points de l'espace-temps, et même des conditions où passer par le tunnel, qui a été appelé par John Wheeler, un physicien américain qui avait le sens le sens du titre, puisque c'est lui qui a appelé trous noirs les trous noirs, c'est lui qui a appelé trous de verre les trous de verre. Il a donné un certain nombre de... Voilà. Non, il a pris de copyright, mais il aurait pu empocher. C'est lui qui a aussi, quand il voulait parler en mécanique quantique, de la notion d'information, de la matière peut être définie par l'information qu'elle contient, qu'on peut ramener à sa structure élémentaire. Il a inventé une formule qui marche très bien en anglais, qui est IT, la chose IT for bit. Donc voilà, il avait le sens de la forme. Il a appelé trou de verre ce genre de choses. Et on peut faire finalement le cahier des charges de comment ça marche. Sagan était content, il a pris ça dans Contact. Le film a pris le roman de Sagan. Avec Sagan, boum, ils ont pris ça. Et donc Kip Thorne lui et un de ses étudiants ont travaillé sur cette idée qu'on pouvait éventuellement créer ce genre d'objets. Donc ces objets, ça veut dire qu'ils sont solutions de la relativité générale. Donc d'une certaine façon, si on pense que la relativité générale est fonctionnelle dans tous les autres aspects où elle s'applique, le mouvement des planètes, les trous noirs, la déviation de la lumière, la coalescence des trous noirs, l'émission d'ondes gravitationnelles dans la coalescence de trous noirs, etc. Si la relativité générale marche très bien, elle a une conséquence, qui est ça, à condition de prendre la recette que voilà, qui contient quelque chose dont on n'a aucune trace nulle part. Voilà. Donc, quand on a dit ça, ça veut dire que si vous avez Snap, voilà un peu de matière d'énergie négative, on peut discuter. Bon, c'est pas suffisant, il faut en plus qu'elle soit un peu compacte, donc comme un trou noir. Donc bon. Mais disons que voilà, si vous avez ça, alors vous pouvez. Mais du coup, cette matière, on n'en a vu de traces absolument nulle part dans l'univers, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, mais simplement, on n'en a jamais vu nulle part de manifestation de traces. Et en plus, il faut l'avoir dans les bonnes configurations. Mais le statut, on pourrait le comparer de certaine façon. Enfin, bon, je ne sais pas si les trous de verre existent quelque part et si jamais quelqu'un, si une intelligence intérieure les construit, si quelqu'un en trouve un, il faut le signaler immédiatement. Mais on est un peu dans le statut, vous voyez, avec cette solution-là, finalement une solution. Alors, ça invoque quand même une matière un peu, disons, exotique, quelque chose d'un peu exotique. Mais on est un peu dans la situation des trous noirs où les gens trouvent cette solution des équations d'Einstein, auxquels ils font confiance, qui semblent bien fonctionner pour décrire un certain nombre de choses, au moins en régime faible, c'est-à-dire avec des masses ou des champs, ce qu'on appellerait en gravitation newtonienne des champs de gravité pas trop importants. Vous avez une solution qui s'appelle trou noir, vous dites, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je regarde autour de moi, il n'y en a pas. Bon, c'est un truc pas clair, j'y crois pas, c'est nul, c'est un artefact de la théorie qui n'est pas intéressant, enfin on s'en fout. Et puis quand vous trouvez quelque chose, un objet céleste, qui semble avoir les propriétés de ce truc trou noir, la solution, vous la sortez du chapeau, ben c'est super, finalement, ça sert à quelque chose, c'était pas juste un truc incompréhensible. Donc on est un peu dans cette situation-là, peut-être avec les trous de verre, où on a une solution d'une théorie qui marche très très bien, dont on ne sait pas quoi faire, parce qu'on n'a pas d'exemple sous la main de trucs qui ressemblent à ça, et qui en plus, pour être fabriqué artificiellement, nécessiterait un truc qui n'existe pas, enfin en tout cas dont on ne connaît pas l'existence. Donc vous voyez le statut des trous de verre. Voilà. Bon, merci Roland, c'était très bien. On va s'arrêter là parce qu'en fait, le film était super long.
Une des raisons pour laquelle on a choisi ce film, c'était quand même l'anniversaire, c'était les 20 ans de la mort de Sagan cette année. Donc c'était ainsi pour lui rendre hommage, parce que c'est quand même quelqu'un qui a contribué à la diffusion des connaissances, la série Cosmos, ainsi de suite. Et on se retrouve autour du cocktail, tous ensemble, pour continuer à discuter de trous de verre et d'autres délicieux galactiques.